nous vous apportons aussi des éléments, notamment pour vous permettre d'avoir des éléments de prise de décision. Que ce soit, des accompagnements sur ce qu'on va appeler la priorisation de marché, vous aider à identifier des critères, heu, que ce soit réglementaires, opportunités de marché, éventuellement en fait, quelques chiffres clés sur vos marchés pour vous permettre, d'avoir des éléments pour savoir si vous y allez, enfin si vous allez aller à l'international ou non. Cet ensemble d'accompagnement, intervient aussi sur d'autres volets réglementaires, juridiques, mais nous vous accompagnons également sur des offres plus classiques comme, par exemple, l'exposition sur des salons internationaux, sur des missions de prospection personnalisées, à l'étranger, mais aussi sur d'autres, aspects, liés à la prospection internationale comme la communication, mieux se faire connaître, avoir des éléments pour promouvoir au mieux vos produits, vos services et bien sûr, d'autres, programmes d'immersion, d'accélération et un volet RH pour renforcer les équipes à l'international. Donc, ce tour d'horizon, je vous le propose en 10 étapes. On va répondre ensemble, à ces différents, points. On parlera d'import-export, on verra en fait ce que c'est le numéro de ERI, le statut juridique, la facturation hors taxe, cela concerne un peu plus les porteurs de projets. Le trio de la douane, qu'est-ce que c'est? Ce que l'on entend, au sujet des incoterms, c'est un terme qui revient, régulièrement quand vous faites de l'international. Les process de déclaration en douane, l'identification des risques qui peuvent impacter votre process commercial, mais qui peuvent aussi remettre en cause la viabilité de votre entreprise. On fera une checklist non exhaustive des documents qui sont nécessaires, dans le cadre de ces process et puis, voilà, je vous donnerai aussi, des liens, pour que vous puissiez retrouver les informations, utiles et puis à la fin de ce webinaire, pour aller plus loin, on on échangera, ensemble, sur, 2 dispositifs, les ateliers 3-2-1 créés, proposés aux porteurs de projets et sur le dispositif Boost International pour les entreprises déjà créées qui souhaitent monter en compétences de façon collective sur le vol international. Quand on parle d'export, donc de vendre à l'étranger, il y a 2 notions en fait, à 2 aspects en fait à avoir en tête. Les douanes, font la différence entre ce qui se passe à l'intérieur de l'Union européenne et ce qui se passe en dehors. Quand on a une opération, d'export, heu de relations commerciales entre la France et un autre pays, membre de l'Union européenne, on parle, d'expédition, ou d'échanges intracommunautaires. Donc les échanges intracommunautaires ne sont pas soumis à formalités, douanières puisqu'il n'y a pas de frontière entre, les pays, de l'Union européenne. On va parler d'exportation quand cela concerne, des flux en échange entre un pays, heu, membre de l'Union européenne, en l'occurrence la France, vers un pays tiers qui est en dehors de l'Union européenne. À savoir que les départements d'outre-mer, territoires d'outre-mer, sont considérés comme du grand export, car ne faisant pas partie du territoire douanier européen. De même, en ce qui concerne l'import, on parlera d'importation, quand il s'agit, d'introduire sur le territoire douanier européen des produits qui sont issus de pays tiers, en dehors de l'Union européenne. On parlera d'introduction s'il s'agit, heu, de faire entrer sur le territoire national français, des produits qui viennent d'un autre État, membre de l'Union européenne. Voilà, donc si vous avez un acheteur, qui est en Allemagne, ou en Belgique ou au Portugal, par exemple et que, vous faites venir ces produits en France, d'un point de vue douanier, on parlera d'introduction. Donc on a posé ensemble, ce que l'on entend par export, ce que l'on entend par export.
Quand vous faites ces opérations, il y a un numéro que vous devez avoir et qui est obligatoire. C'est un numéro qui est, je dirais, une plaque d'immatriculation de votre entreprise à l'international au niveau des douanes. Le numéro, c'est un numéro de EORI. Pour avoir ce numéro, vous le sollicitez directement en fait aux douanes. Cela prend 10 minutes top chrono pour que vous puissiez l'avoir. Et c'est un numéro qui vous est fourni au bout de 48 heures. Avec ce numéro, les douanes savent qu'il s'agit de telle entreprise. D'accord? Ce numéro, il est unique. Il vous permet donc de vous identifier au niveau des douanes, mais il vous permet aussi, du fait de l'avoir, si vous êtes une entreprise, par exemple, et que vous faites des produits et que vous soupçonnez un concurrent, par exemple, d'introduire de la contrefaçon sur le territoire français, du fait d'avoir ce numéro, cela vous permet de solliciter les douanes pour qu'elles puissent intervenir pour protéger vos droits intellectuels. Donc, pour qu'elles puissent, par exemple, saisir ces produits qui sont contrefaits quand elles rentrent en fait sur le territoire français. Donc, une des premières choses à faire quand on démarre à l'international pour les entreprises qui sont créées, c'est d'avoir ce numéro de EORI. Avoir, j'ai envie de dire, la plaque d'immatriculation de votre entreprise pour que vous puissiez prendre, j'ai envie de dire, les autoroutes, pour les autoroutes des formalités douanières. Donc avoir le numéro de EORI. En ce qui concerne les porteurs de projets, il y a aussi un questionnement, je pense, qui est non négligeable sur votre statut juridique. Le statut juridique, je l'associe à la notion de hors-taxe. Pourquoi? Car quand vous êtes une auto-entreprise, vous devez vous acquitter de la TVA. Vous payez la TVA sur les marchandises que vous exportez, sur les marchandises que vous importez. Quand vous avez le statut de SARL, d'SAS par exemple, vous pouvez, vous avez un statut qui vous permet d'obtenir auprès des autorités fiscales, des impôts, un identifiant qui est votre numéro de TVA intracommunautaire. Ce numéro de TVA intracommunautaire vous permet donc de facturer en hors taxe. En ce qui concerne les questions sur le statut juridique, ceux-ci sont abordés dans les ateliers 3-2-1 créés et pas 1-2-3 créés. 3-2-1 créés. Donc, vous aurez une intervention d'un de mes collègues du service de création d'entreprise qui vous expliquera dans les grandes lignes en quoi consiste cet atelier. Mais voilà, sur le statut juridique des entreprises, sachez que quand vous êtes en auto-entreprise, vous ne pouvez pas facturer en hors taxe. Alors, quand on parle de facturation hors taxe, qu'est-ce que c'est? Quand vous achetez un produit, vous avez le prix qui est net de taxes et vous avez ce qu'on appelle la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée. Quand vous avez un identifiant fiscal, un numéro de TVA, vous pouvez prétendre à cette facturation hors taxe ou éventuellement à l'achat en hors taxe. Cet achat ou cette vente est conditionnée par le fait que soit la marchandise provienne d'un pays en dehors de la France, d'accord? Que ce soit en fait dans le cadre d'un pays membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, ou éventuellement dans le cadre d'une vente, que ce produit soit effectivement sorti du territoire douanier français, d'accord? Donc, pour pouvoir facturer en hors taxe, il faudra, du coup, dans le cadre de l'Union européenne, le document de transport qui prouve que le produit, que la marchandise a bien quitté la France. Et pour l'export vers un pays tiers, il faudra le document de transport et donc, pas ou, mais également ce qu'on appelle la déclaration d'exportation. C'est la procédure douanière qui prouve qu'on a bien présenté le produit en douane avant qu'il puisse quitter le territoire français ou européen. Vous avez une plateforme qui est la plateforme J,
qui est une plateforme qui vous permet de vérifier un numéro de TVA, d'accord? Si toutefois, vous avez un client, qui fait partie de l'Union européenne, ou éventuellement un acheteur, dans le cadre de l'Union européenne, vous avez possibilité de vérifier si, effectivement, avec le numéro, de TVA, si cette entreprise existe bien, d'accord? Donc chaque numéro de TVA, identifiant fiscal est unique et cette plateforme vous permet, voilà, dans un premier temps, de pouvoir, vérifier les numéros de TVA, les numéros fiscaux. Alors, en ce qui concerne, l'atelier, j'ai envie de dire que, ce petit tour d'horizon se veut être un guide pour vous faciliter les choses. Alors, si je me place d'un point de vue, du primo, donc le primo, celui qui va effectuer, sa première démarche à l'international, soit pour l'achat, soit pour la vente, que faut-il faire? Alors dans les grandes lignes, faire ce qu'on appelle la liste des produits qui sont destinés à être vendus, heu, à l'import ou à l'export, de façon à trouver l'équivalent de leur code SH. Donc le code SH, c'est un code douanier, qui représente en fait le produit que vous allez acheter ou que vous allez vendre, d'accord? Ensuite, déterminer le pays avec lequel vous allez faire cet échange international. Où est-ce que vous allez vendre? Dans quel pays? Ou d'où vous allez vous fournir? De façon à ce que vous puissiez avoir les éléments pour pouvoir vous renseigner sur les droits de douane que votre client va régler dans son pays d'origine, les taxes qu'il va régler, ou alors les droits de douane que vous allez, payer, les taxes que vous allez payer quand vous allez importer la marchandise en France. Cela vous permettra également de pouvoir, vous renseigner sur les formalités à effectuer localement ou en France et par conséquent, de savoir quels sont les documents que les douanes, les autorités locales vont vous demander. Il vous faudra aussi vous poser des questions sur le mode de transport. Par quel biais je vais recevoir ma marchandise? Par quel biais je vais expédier ma marchandise à l'étranger? Vous aurez une notion d'incoterm qui interviendra généralement dans cette réflexion sur les moyens de transport. L'acheteur, le vendeur, chacun a un rôle dans cette relation commerciale. Qui s'occupe de quoi? Qui fait les formalités? Qui gère le transport? Qui éventuellement paie les assurances? Qui est responsable en fait de quoi en cas d'avarie par exemple en fait, sur la marchandise? Celui qui va effectuer les opérations douanières, identifier cette personne. Est-ce que c'est vous qui allez le faire en propre? Est-ce que c'est votre acheteur, qui va s'occuper, des formalités? Ou est-ce que c'est votre fournisseur qui le fera? S'il s'agit, du prestataire de transport, heu, a-t-il en fait, est-il compétent pour pouvoir le faire? Donc c'est autant de questions en fait, à se poser. Qui dit formalité douanière dit aussi, gestion des documents douaniers. Donc, quels sont les documents que vous fournissez en tant qu'entreprise? Quels sont les documents que vous devez récupérer auprès de tiers? Et en ce qui concerne, la limitation, l'anticipation des risques, des questions à se poser, notamment sur la gestion de vos contrats d'achat, de vente, les conditions générales de vente qui sont associées. Quand vous pensez international, vous avez déjà les conditions générales de vente classiques, mais prévoir à adapter ces conditions générales de vente pour que la notion d'international puisse, y apparaître et puis aussi, hem identifier les moyens de paiement que vous avez à l'international. Vous pouvez bien éventuellement, en fait, vous rapprocher de votre banque pour savoir quelles sont les solutions qu'ils vous proposent, sur les moyens de paiement. Voir également avec votre acheteur, la façon dont il va vous payer ou éventuellement à votre fournisseur, la façon dont il va vous demander de lui régler les achats. Alors, en ce qui concerne la gestion des contrats, les conditions générales de vente et les moyens des paiements, c'est un point qu'on n'abordera pas dans le tour d'horizon que nous ferons.
D'accord? C'est un volet qui est assez spécifique, sur lequel on est déjà intervenu sur des webinaires, spécifiques et pour lesquels nous avons, par le biais, du réseau Enterprise Network, des juristes qui sont compétents et qui vous accompagnent sur ces, différents volets. Et puis bien sûr, le dernier point, heu, qui est important, c'est de mettre en place des process simples. La mise en place du premier export, du premier import est toujours un peu délicat parce qu'on ne sait pas trop en fait, comment s'y prendre. Mais, c'est de voir en fait et de mettre, en place des process qui sont simples. Si vous êtes amené à réitérer une opération à l'international, que le listing de produits qui sont destinés à la vente à l'international ou ce que vous avez l'intention, en fait, d'acheter à l'étranger, qu'il soit prêt, que vous puissiez l'enrichir au fur et à mesure, que vous puissiez vous renseigner sur les formalités avec les pays avec lesquels vous allez régulièrement faire des échanges, que vous puissiez, avoir en entreprise le process effectué en fonction, en fait, des pays avec lesquels vous allez avoir une relation commerciale, que vous puissiez être, j'ai envie de dire, un peu plus aguerri sur vos modes de transport, que vous puissiez choisir les Incoterms qui vous conviennent le mieux. Identifier, le prestataire de transport avec lequel, vous aurez, une relation, j'ai envie de dire, plus de confiance pour pouvoir réaliser les formalités douanières. Que vous puissiez savoir les documents, que vous devez garder en entreprise, ceux qui vont vous servir à justifier cette facturation hors taxe. Car, heu cela, en fait, a des conséquences, entre guillemets, «fiscales» pour vous, entreprise et puis faire évoluer vos contrats, au fil du temps. N'oubliez pas également que, il est important de renforcer ses équipes, de gagner en compétences, mais aussi de bien se faire accompagner. Je remercie Ouliana Salan, qui est, l'une de nos alternantes, qui nous a fait ce mémo, le petit guide du primo. Et c'est suivant en fait, ce petit guide, ces, 8 petits points que je vais dérouler cet atelier et dans lequel on verra, j'ai envie de dire un peu plus en détail les différents, points, que j'ai évoqués dans le cadre du petit guide du primo. Alors, quand on rentre dans le vif du sujet, vous entendrez souvent parler, du trio, de la douane. Alors, tout produit, toute marchandise est identifié par 3 points, qui sont les piliers de la douane. L'espèce tarifaire. En gros, c'est, qu'est-ce que c'est? Quel produit? De quel produit? De quelle marchandise s'agit-il? L'origine du produit. Origine à ne pas confondre avec provenance. Et la valeur en douane. Car pour appliquer des taxes, que ce soit en fait, des droits de douane ou de la TVA, il faut que cette marchandise ait une valeur pour pouvoir collecter cette taxe. Quand on parle d'espèces tarifaires, au niveau des douanes, on parle en fait de code. C'est une codification qu'on appelle le code SH. Ce code SH, donc les 6 premiers chiffres, sont communs à l'ensemble en fait des pays. Avec ce code, tout comme votre numéro de EORI, par exemple, chacune des douanes en fait sait de quel produit il s'agit. S'agit-il par exemple d'une trousse? S'agit-il d'une souris? S'agit-il par exemple d'un écran d'ordinateur industriel en fait et cetera? Avec ce code, on sait de quel produit il s'agit. Ce code est très important. Il est très important, il est la base de tout. C'est la raison pour laquelle le listing des produits que vous allez vendre, que vous allez acheter est important. Car en fonction de ce code SH, vous saurez quels sont les taux de douane applicables, quelle va être la TVA qui sera applicable en fait sur le produit, quelles sont les normes à respecter vis-à-vis de ce produit, les exigences réglementaires au niveau local, si toutefois il y a un règlement spécifique et éventuellement, ben, les autres documents qu'on va vous demander, à savoir, des certificats sanitaires, par exemple, ou éventuellement, en fait, d'autres certifications particulières. Vous avez, plusieurs outils pour pouvoir trouver votre code SH.
donc déterminer l'espèce tarifaire de votre produit. Vous avez le RITA, qui est la nomenclature des douanes françaises, d'accord? Vous avez le TARIC, qui est l'équivalent au niveau européen. En ce qui concerne le code douanier, si toutefois vous avez du mal à identifier le code douanier propre à votre produit, il est possible de déposer auprès des douanes ce qu'on appelle une demande de renseignement contraignant tarifaire. Les douanes vont vous permettre d'identifier le code douanier. Et si toutefois vous avez un produit innovant ou que ce produit est particulier et qu'on ne le retrouve pas dans le cadre de cette nomenclature douanière, les douanes peuvent vous fournir un numéro de code SH, ce qui est spécifique à votre produit. Et ce code est valable 6 ans. Attention, pour les entreprises qui ont des produits innovants, qui ne sont pas répertoriés dans le cadre de la nomenclature, l'étude de cette demande de renseignement contraignante est d'à peu près 3 mois. Donc il faudra en fait anticiper les choses. Le deuxième point, c'est l'origine. L'origine est à ne pas confondre avec la provenance du produit. L'origine dépend du lieu de fabrication, de transformation de la marchandise qui lui donne ce qu'on appelle une valeur ajoutée substantielle. Si vous achetez par exemple un t-shirt au Portugal et qu'en France vous mettez juste un petit logo en fait avec votre marque, etc., le t-shirt n'aura pas en fait l'origine France, par exemple, portugaise. Par contre, si vous achetez la matière première, par exemple le tissu au Portugal, mais que le design est fait en France, que le tissu est découpé, qu'il est assemblé, etc., à ce moment-là, l'origine en fait sera en France, puisque c'est en France que vous donnez justement cette valeur substantielle au produit. Il est important, donc l'origine est importante. Pourquoi? Parce que dans le cadre des accords que vous avez avec l'Union européenne, vous avez des pays pour lesquels les formalités douanières sont simplifiées. Et l'origine du produit en question peut permettre à votre client qui est à l'étranger, mais à vous aussi, dans le cadre en fait de l'import, de pouvoir bénéficier de droits de douane réduits, voire nuls. Alors ici, je vous ai trouvé une cartographie dans lequel, par exemple en Bordeaux, vous retrouvez les pays sur lesquels il y a des accords de libre-échange entre l'Europe et ces pays en question. Et sur certaines nomenclatures douanières, donc certains produits, vous avez des droits de douane qui sont nuls. C'est pertinent de chercher, de regarder en fait les accords de libre-échange en fait qui existent, car cela vous permet aussi d'avoir un avantage compétitif. Je prends le cas d'une entreprise qui était dans le domaine en fait de la brasure, enfin du brasage, du soudage, qui devait faire qui avait reçu des demandes de cotation pour des clients du Maghreb sur un salon. Et ils voulaient voir si c'était pertinent qu'ils puissent proposer tel ou tel autre produit à ces clients-là. Et quand on avait regardé ensemble, en fonction de la nomenclature douanière des produits, mais aussi des accords de libre-échange qui étaient présents dans ces différents pays, ben, on s'est rendu compte que d'un pays à l'autre, vous aviez des droits de douane qui étaient nuls, des droits de douane qui correspondaient à peu près à 20% de la valeur du produit, voire de 40% de la valeur du produit. Et donc, cela leur permettait, suivant ces accords de libre-échange et suivant les droits de douane, ben, de plutôt, on va dire, pousser commercialement en fait une gamme de produits plutôt qu'une autre. Vous entendrez souvent dans le cadre des échanges avec des pays tiers, des clients vous solliciter notamment pour ce qu'on va appeler des certificats d'origine, qui sont des documents que fournissent la chambre de commerce ici pour attester de l'origine du produit, ou éventuellement d'autres certificats comme le UR1 qui va concerner l'origine préférentielle, mais qui là aussi est fourni par les douanes. Donc c'est important de connaître les accords de libre-échange pour que vous puissiez voir quels sont les certificats
les documents qu'il vous faudra récupérer auprès de tiers. Le dernier pilier, et non des moindres, c'est la valeur en douane. Alors, il n'y a pas de valeur nulle. Un échantillon a une valeur intrinsèque, une valeur qui est, a une valeur en douane, d'accord? Même si cela n'est pas en fait facturé entre guillemets en fait au client, ce sont des produits qui ont tout de même en fait une valeur. La valeur du produit, c'est celle sur laquelle la douane va s'appuyer pour pouvoir appliquer les pourcentages en fait sur les lois de douane ou éventuellement en fait, sur laquelle la TVA va s'appliquer. Donc, cette valeur en douane, vous la retrouvez sur vos factures pro forma, factures, d'accord? Quand, vous expédiez votre marchandise ou quand vous importez votre marchandise et à minima, la valeur commerciale, elle a en fait, le coût de c'est le coût de fabrication. Donc vous pouvez minorer le coût de la valeur du produit, quand il s'agit par exemple de pièces de remplacement ou, d'échantillons en fait, «gratuits» entre guillemets pour, le client. Mais attention en fait à ne pas mettre de valeur trop basse pour que vous ne puissiez pas avoir de soucis avec les douanes. Alors, j'ai évoqué avec vous, quand on regardait un petit peu en fait, le guide du Primo, hem, la réflexion sur le mode de transport et dans cette réflexion sur le mode de transport, on va parler d'Incoterms. Alors, qu'est-ce que c'est les Incoterms? L'Incoterm, réunit en fait, 3 grands items. C'est, les obligations réciproques entre vendeurs, entre acheteurs, d'accord? Quel va être le rôle de chacun? Qui va s'occuper de quoi? L'incoterm est aussi conditionné par le mode de transport, aérien, routier, maritime, ça peut être un mix de transport aussi, multimodal. Et il va aussi, mettre en exergue les responsabilités respectives du vendeur, de l'acheteur pour les formalités douanières. Qui va s'occuper des formalités douanières entre le vendeur et entre l'acheteur? En ce qui concerne les incoterms, ce que vous retrouverez parfois en fait sur, vos factures, vous entendrez en fait, parler d'Ex-Works par exemple, d'FCS, d'FCA, de FOB. Je vous l'ai mis en fait sur les côtés pour que vous puissiez en fait les avoir, mais ce sont des questionnements en fait sur les responsabilités. Qui va organiser le transport? Est-ce que vous préacheminez en fait la marchandise, par exemple, au dépôt du transporteur du client, ou vice versa? Quel est le mode de transport que vous allez choisir? Qui va payer le transport? En cas d'avarie, qui est responsable? S'il faut assurer en fait la marchandise, qui va le faire et pour quelle valeur? Qui va s'occuper d'emballer le produit? Qui va s'occuper des formalités douanières, donc à l'import, à l'export? Et où va se faire la livraison? Car, les incoterms regroupent en fait cet ensemble de questions. Et généralement, aux incoterms, par exemple, si je prends FCA, vous retrouverez en fait l'incoterm et le lieu en fait, de livraison de la marchandise. FCA Roissy, par exemple, ou FCA en fait le nom du dépôt en fait, par exemple, où la marchandise, va être livrée. Ce qui est important dans le cadre de cette réflexion, pour savoir, qui s'occupe de quoi, c'est de penser toujours à récupérer une copie des documents de transport. N'oubliez pas que, j'ai évoqué avec vous, le hors taxe. Le hors taxe, donc, le produit en fait, est facturé, mais il n'y a pas de TVA qui est appliquée parce que le produit qui est vendu à l'export, par exemple, part à l'étranger. De la même façon que, quand vous achetez, hem, à l'étranger, votre fournisseur vous facture en hors taxe puisque vous ne payez pas la TVA, du pays, de votre fournisseur, vous payez votre TVA en France et vous avez tout intérêt à payer votre TVA en France plutôt que de le payer dans le pays, d'où provient, votre marchandise.
Donc, toujours penser à récupérer les documents de transport et d'autant plus si ce n'est pas vous qui organisez le transport pour bien prouver les problématiques de facturation en hors taxe. Vous avez ici un exemple de la règle des Incoterms, ce dont je vous parlais, qui s'occupe de quoi? Vous avez de bout en bout, alors, le vendeur d'un côté, l'acheteur de l'autre, ou vice versa en fait, dans le cadre de l'import et vous voyez donc est-ce que, c'est l'acheteur en fait qui vient récupérer, la marchandise chez le vendeur? Est-ce que le vendeur en fait, livre la marchandise par exemple chargée dans le camion? Qui s'occupe de la douane export? Qui s'occupe de la douane import de l'autre côté? Qui s'occupe du préacheminement? Si toutefois, par exemple, vous vendez les produits, mais que vous livrez en fait le produit jusqu'à Roissy ou jusqu'au port de Marseille, par exemple, et à ce moment-là, c'est votre client qui va s'occuper du transport principal. De même, quand, par exemple, vous faites l'import, est-ce que quand vous achetez, en fait, vos produits, qu'ils arrivent en France, est-ce que c'est à vous de vous occuper du déchargement, en fait, de la marchandise, et cetera? C'est autant de questions et en fonction du rôle du vendeur, de l'acheteur, vous avez l'Incoterm, qui, est le plus adapté en fonction de la situation et de votre répartition des rôles. Sachez que dans le cadre, par exemple, du transport maritime, vous avez, également des questions en fait d'assurance qui sont obligatoires et sur lesquelles, vous devez vous mettre d'accord. Vous retrouverez l'ensemble des règles d'Incoterm sur le site des douanes. Vous aurez aussi des informations sur les valeurs en douane également sur ce site. Vous avez, le lien, juste en dessous. La déclaration administrative unique, qu'est-ce que c'est? J'ai envie de vous dire que c'est le sésame, c'est le graal en fait, des documents douaniers. C'est le document où les douanes attestent de la sortie effective, heu, du territoire, douanier de la marchandise. De même, à l'import, c'est le document douanier qui atteste que la marchandise est bien arrivée sur le territoire. Donc, quand vous faites, les opérations, que ce soit à l'export, que ce soit à l'import, vous avez ce document qui vous est délivré, en fait, par les douanes. Ce document, il est délivré à la personne qui effectue les opérations douanières pour votre compte. Donc cela peut être votre transitaire, ce qu'on appelle le commissionnaire en douane, c'est une personne qui est habilitée à effectuer les formalités douanières. Donc, c'est une personne qui a un mandat en fait auprès des douanes pour pouvoir réaliser ce type d'opération. Généralement, quand vous avez un transitaire, vous avez une personne au sein du transitaire qui a ce mandat pour pouvoir le faire. L'expressiste. Les expressistes, ce sont des opérateurs de transport comme UPS, FedEx, DHL, par exemple. La Poste peut aussi se charger de ce type de formalité. Donc, ce sont, différents prestataires de transport qui vous refactureront bien sûr, les services. Mais voilà, ils ont la possibilité de faire ces opérations, ces déclarations, douanières pour votre compte. Vous retrouverez également pour l'ensemble des pays qui sont ciblés via, notre site l'exportateur.com, l'ensemble des formalités qui sont, voilà, qui sont, régies en fait, localement, j'ai envie de dire, suivant les pays de destination, sous forme de fiches. Donc elles sont, très, pertinentes, mises à jour régulièrement, par une de nos juristes pour vous tenir à jour des formalités effectuées et c'est un outil non négligeable, notamment pour les entreprises qui, font régulièrement, des opérations à l'export ou à l'import. Ici, vous avez une schématisation des principales étapes de déclaration en douane. Donc, est-ce que la personne qui a son micro d'ouvert pourrait le couper, s'il vous plaît? Merci. Donc, suivant en fait les principales étapes de déclaration en douane, donc la marchandise, concrètement, elle est, présentée. Donc, les marchandises ne sont plus présentées en tant que telles. Vous avez en fait un douanier qui vérifie les conteneurs, qui vérifie, les choses. Ça se fait de façon plus ou moins dématérialisée, c'est très rapide.
Hem, donc les marchandises, en fait, sont présentées. La douane vérifie que les documents, qui accompagnent, la marchandise, sont bien présentes, donc la facture, ce qu'on appelle la liste de colisage. Donc c'est le détail, en fait, des colis avec, le poids, la contenance, en fait, la désignation des produits et cetera, et tous les autres documents qui vous seront demandés en fonction, en fait, du lieu de destination, de provenance. Ensuite, il y a une formalité, qui est faite de façon, dématérialisée via, le système des douanes, qui est, l'export control system. Quand vous faites l'export, donc, les douanes françaises, par exemple, si c'est de l'export, sur, allez, le Gabon, par exemple, ils envoient un message aux douanes du Gabon. C'est une espèce d'avis anticipé d'exportation pour leur dire: «Voilà, attention, en fait, au Gabon, vous allez avoir, à l'import, du coup, heu, telle marchandise, en fait, qui va arriver sur votre territoire». D'accord? Donc ensuite, les douanes vous fournissent un espèce un espèce de code qui ressemble à une espèce de code barre. C'est ce qu'on appelle, en fait, l'MRN. Heu, c'est remis, heu, à votre transporteur ou à votre transitaire. Quand effectivement, en fait, vous arrivez au bureau de sortie, l'MRN, en fait, est flashé, en fait, au niveau, en fait, des douanes. On regarde bien, en fait, si, toutes les formalités, en fait, sont effectuées, et à ce moment-là, après, en fait, qu'on soit sûr que les formalités ont été faites, vous allez avoir, la DAU, donc la déclaration, administrative unique, avec la mention marquée, en fait, «bon à exporter» ou avec la mention «sortie». C'est ce qui vaut, en fait, de justificatif fiscal, et effectif, en fait, de la marchandise, d'un point de vue douanier. D'accord? Mais vous pouvez aussi avoir, d'autres documents alternatifs pour bien prouver, que, la marchandise a quitté son territoire. Alors, en ce qui concerne, les entreprises qui passent par des prestataires de transport, il faut vous assurer de pouvoir, bien récupérer auprès de ces prestataires, ce document ou une copie de ce document. Généralement, les expressistes, font des, milliers, en fait, d'opérations, douanières, et c'est vrai que pris, en fait, dans le tas, les entreprises ont du mal ensuite, par la suite à récupérer, ces documents. Il y a aussi, je pense, de gros questionnements, en fait, à avoir en interne, notamment sur les impacts, et les risques dans votre process d'achat. C'est-à-dire, quand vous faites votre premier import, vous faites votre premier export, c'est de voir, en fait, en interne, qui peut s'occuper de cette formalité-là? Qui a les compétences ou les connaissances, là-dessus? Les ressources dont vous disposez pour mener à bien le projet. Voir également aussi comment, dans votre process classique de commercial, intégrer cette notion, d'international, et si toutefois il y a besoin, de voir comment monter en compétences, de savoir où aller récupérer cette expertise qui vous manque. Alors, en ce qui concerne les risques, alors les risques ici sont non exhaustifs. Vous avez, des risques qui sont communs à l'exportateur, communs à l'importateur, les risques sur la logistique et le transport, en cas d'avarie, en cas de dommage, notamment en fait, sur, l'emballage, par exemple, des risques juridiques et fiscales, notamment sur, les taxes, car, une marchandise qui est mal déclarée ou pour lequel peut-être en fait, il y a en fait le mauvais code SH, une mauvaise catégorie, c'est de prendre le risque en fait, de un, et ben, que, votre marchandise soit coincée, bloquée en douane, mais aussi en fait, que vous puissiez, payer en fait, des taxes, heu heu, plus importantes que ce que vous ne devriez, par exemple. Les risques fiscaux et juridiques, ils viennent aussi sur la gestion des documents. Le fait de bien gérer la liasse en fait des documents, qu'il y a en fait, autour de cette marchandise. Pour que l'import, pour que l'export puisse se faire dans de bonnes conditions et pour que vous puissiez aussi prouver cette facturation hors taxe. Prouver en fait que
dans le cadre de cette opération à l'international, que vous n'ayez pas facturé la TVA qui est censée collecter l'État. Et puis, bien sûr, les risques financiers. Quand vous avez, des achats ou quand vous devez vendre, en fait, dans des devises étrangères. Donc en ce qui concerne les variations de taux de change, dans le cadre de paiement d'achats en devises étrangères, n'oubliez pas de vous rapprocher de votre banque, car, vos banques peuvent vous proposer, des solutions, sur, les moyens de paiement à l'international. Mais n'oubliez pas aussi, en fait, de vous rapprocher, hein, de la chambre de commerce pour que vous puissiez au moins avoir un minima d'informations, sur, ces différents outils qui sont là, en fait, pour vous accompagner, notamment dans les process de vente. En ce qui concerne l'exportateur, les risques, sont commerciaux. Vous vendez, à un client à l'étranger, bon, il y a les défauts de paiement. Les risques peuvent être économiques, la hausse des coûts de production, les changements de technologie, politiques, diplomatiques, sanitaires. On est en plein dedans, enfin, on a été en plein dedans avec, le covid. Diplomatique, je pense notamment à toutes les entreprises qui, commerçaient régulièrement avec, la Russie, et pour lequel il y a eu j'ai envie de dire un frein net sur les flux, en fait, avec, la Russie. La réglementation, également qui, peut impacter, l'exportateur, notamment sur le respect de certaines normes ou des changements réglementaires qui ne permettent plus l'export, comme vous le faisiez en fait, habituellement. Donc, c'est important de se renseigner sur la réglementation. Pensez code SH qui permettent, de déterminer les droits de douane, les taxes applicables, mais aussi la réglementation qui est liée. En ce qui concerne l'importateur, n'oubliez pas que l'importateur est garant que le produit qu'il importe sur le territoire douanier européen soit conforme à la réglementation. Donc, il doit en fait être garant que le produit qu'il importe soit bien conforme à la réglementation européenne en vigueur. Donc, en ce qui concerne l'importateur, le non-respect du contrat. Est-ce que la qualité, des produits que j'ai commandés est bien conforme à ce que j'ai demandé? Il peut y avoir aussi des mauvaises conditions de transport de la part du fournisseur. Que la marchandise, en fait, puisse être arrivée, en fait, détériorée. D'où le choix de l'incoterm, hein, pour, vraiment définir les rôles de chacun, les obligations de chacun et pour que vous puissiez adapter vos contrats en fonction. Et puis, bien sûr, financier. Quand vous, achetez à un fournisseur pour la première fois, parfois il y a nécessité, en fait, d'avancer, l'ensemble, de la commande. Donc c'est aussi un risque financier. Hem Il peut y aussi avoir, difficulté, notamment, à ce que vous puissiez bien récupérer dans de bonnes conditions votre marchandise. Les risques de taux de change, dans le cadre de financement, enfin dans le cadre de devises, étrangères. Ce sont différents questionnements à avoir et la liste, est non exhaustive. Ces questions d'impact, elles interviennent aussi en fait dans votre process, commercial. Ici, je vous ai mis un schéma qui regroupe un peu l'ensemble en fait, des risques dans le process commercial. Avant la commande, dans le cadre de la formalisation de l'offre, de la prospection, hem, dans le cadre du process de fabrication. Dans le cadre de la fabrication, je prends en compte aussi en fait l'emballage et l'expédition. Le risque, de paiement. Parfois en fait, on se fait payer à réception de la marchandise ou à l'achat. Les délais de règlement, heu, les les taux de change, par exemple, les risques, en fait, là-dessus et puis, les délais de garantie également. Donc, c'est voir, en fait, dans ces différents process, comment intégrer cette notion d'international, voir, en fait, quoi mettre en place pour limiter, pour anticiper les risques et donc du coup, de pouvoir, faire cette opération d'import ou d'export dans les meilleures conditions. Je vous ai parlé des documents, qui sont indispensables, dans le cadre de vos opérations à l'import ou à l'export. Notamment, on fait la différence entre les, documents qui sont,
fournie par l'entreprise. Vous fournissez votre facture pro forma ou la facture commerciale, quand vous êtes en fait, à l'export. Vous récupérez, auprès, par exemple, des organismes extérieurs, les certificats d'origine dans le cadre des accords, en fait, avec l'Union européenne. Donc ça, c'est auprès de la chambre de commerce. Vous allez entendre parler, en fait, de l'UR1, par exemple, auprès des douanes, des documents de transport auprès de votre prestataire de transport, ce qu'on appelle le connaissement, qui est, le document de transport pour le transport maritime, la lettre de transport aérien ou la LTA pour le transport aérien, la lettre de voiture, pour le transport, routier, et vous avez la CIM qui est la lettre de voiture pour le transport ferroviaire. Vous avez, également, heu, d'autres, documents, que vous devez fournir ou que votre fournisseur vous fournit, la liste de colisage, en gros, c'est la liste en fait, de vos cartons, des cartons avec, votre marchandise, le poids, la désignation, le volume, les certificats qui vont être liés à la marchandise, les certificats sur le respect en fait, des normes et cetera. L'emballage pour la fumigation. Je pense notamment en fait, pour les marchandises qui sont transportées avec, des caisses de bois, donc la fumigation pour éviter d'avoir des nuisibles, à l'arrivée, et d'autres documents, je vous ai parlé, de la DAU, donc le document administratif unique que vous récupérez, auprès des douanes avec la mention, sortie ou, d'entrée en fait, pour l'import. Donc la liste est non exhaustive. N'oubliez pas que chaque autorité locale est maître sur son territoire et sera susceptible de vous demander des documents supplémentaires. Où se renseigner? Donc, ayez le réflexe CCI, j'ai envie de vous dire. N'oubliez pas de contacter, voilà, votre conseiller de développement à l'international. Mais, plus sérieusement, vous avez aussi, des sites, qui vous permettent de trouver de l'information, disponible et qui vous permettent, d'avoir en fait, déjà en fait, quelques billes pour que vous puissiez y voir plus clair dans cette démarche-là. Je pense notamment au site Access to Market, qui est vraiment très bien fait, qui est un site de la Commission européenne sur lequel vous pouvez retrouver les codes douaniers, avec, les droits de douane qui vont être applicables, la TVA. Vous allez avoir des informations sur, les formalités, également, qui seront demandées, donc les formalités obligatoires. L'exportateur.com, qui est un produit de la Chambre de commerce et d'industrie, de Paris, sur lesquels nous proposons des fiches réglementaires, très pointues, sur les pays, notamment sur les opérations à l'export, mais également à l'import. Nous avons la chance d'avoir un service des visas ici à la CCI de l'Essonne, sur lequel mes 2 collègues Françoise et Sylvie, peuvent répondre à vos questions liées aux formalités. La plateforme GEFI qui vous permettent, de réaliser des formalités de façon dématérialisée, et puis bien sûr, le site des douanes sur lequel vous allez retrouver un ensemble en fait, d'informations, dans lequel je vous invite à aller, à fouiller, à chercher, pour, que vous puissiez retrouver, voilà, beaucoup plus de détails en fait, sur ces différentes formalités. Et puis d'autres réseaux auxquels, est membre la chambre de commerce et dans lequel nous sommes actifs, le réseau Enterprise of Network, qui est un réseau de la Commission européenne qui vous accompagne sur les questions liées à l'internationalisation des entreprises, mais plutôt dans un cadre européen, qui vous accompagne sur le juridique, notamment sur les contrats, les conditions générales de vente, mais aussi, sur le bon respect de la réglementation et sur les questions de TVA, intracommunautaire, le réseau Team France Export, bien sûr, qui vous accompagne, voilà, comme on l'entend sur, les thématiques liées à l'export. Alors, n'oubliez pas que, la douane est un partenaire, donc nous dépendons de l'antenne des douanes Paris-Ouest. Vous avez ici, les différentes coordonnées. N'oubliez pas également que la chambre de commerce tient à votre disposition et est à vos côtés, notamment sur toutes les questions, liées à la montée en compétences, des équipes, compétences personnelles, que ce soit sur les principes généraux de la douane, que ce soit sur les incoterms. Tous les différents items que j'ai vus avec vous font l'objet de formations qui sont dédiées, de façon à aller, encore plus loin, sur ces différentes, thématiques.
Alors, je parle d'aller, plus loin. Je vais laisser la parole à Maxime ou éventuellement à Ouliana, si elle est là, pour, vous dire quelques mots sur les ateliers, 3-2-1 créés, qui sont plus pensés sur les primo-exportateurs, donc les porteurs de projets, non créés pour l'instant, et des ateliers qui peuvent, vous permettre d'avoir, pas mal d'informations dans la construction du projet. Maxime ou Oui, Ouliana? bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Est-il possible que Bonjour. tu mettes ta caméra? Bonjour Maxime. Alors j'ai mis la caméra, Super. je ne sais pas si on me voit. Merci à toi Mélissa, en tout cas pour le passage de relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, je me présente Maxime Faure, donc je suis conseiller en création et en reprise d'entreprise. Donc voilà, je vais tout simplement voilà, vous parler en fait des ateliers qu'on propose à la Chambre de commerce d'industrie de l'Essonne. Ce sont des ateliers, donc, comme c'est inscrit, les ateliers 3-2-1 créés, destinés à tout public, tous les porteurs de projets qui ont une idée, une envie d'entreprendre. Peut-être qu'il y en a parmi vous qui sont déjà en entreprise et d'autres qui sont encore en phase de création. Donc, vous êtes les bienvenus sur nos ateliers. Ce sont des ateliers donc, qui sont gratuits, ouverts à tous. Vous avez donc un planning disponible sur l'agenda sur notre site internet essonne.cci.fr. Vous pouvez vous y inscrire. Vous avez 2 ateliers par mois, donc à peu près tous les 15 jours. Vérifiez bien donc sur le lieu, puisque en fait on intervient dans tout le département. Donc ça peut être des ateliers qui sont chez nous à la CCI à Évry, d'autres sur des communautés d'agglomération sur tout le territoire de l'Essonne et également en webinaire. Voilà, donc il y en a pour tout le monde, hein, en présentiel, en distanciel, vous avez le choix. Donc on en fait toute l'année. Sur ces ateliers, le sujet, donc, c'est la création de l'entreprise. On va vous présenter les différentes étapes incontournables pour pouvoir créer votre entreprise, ce qui vous permettra d'identifier toutes les données importantes, indispensables, donc les données économiques, juridiques, fiscales à maîtriser et surtout connaître toutes les procédures et les démarches qui sont obligatoires pour créer votre entreprise. Voilà. Sur les dates, donc comme je l'ai dit, il y a un planning hein, sur le site internet avec les horaires. C'est des ateliers qui durent à peu près 2 heures, de 10 heures à midi. Voilà, donc vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Maxime. Merci à vous. Donc vous retrouverez ici en fait les coordonnées de Maxime Faure et donc toujours pour aller plus loin, nous aurons Karine Grandmaison, qui nous propose, d'échanger sur le boost international, sur les entreprises déjà créées qui veulent monter en compétences de façon collective sur ce volet. Karine? Oui, alors bonjour à tous, merci de votre présence. Alors Mélissa vous a expliqué quels sont les grands points pour vous développer à l'international. Maintenant que vous avez cette carte en tête, nous on peut vous aider à aller donc plus loin pendant 1 an en adhérant à notre réseau qui est Boost International. C'est quoi Boost? Eh bien, pour faire reprendre le nom, c'est pour vous booster à l'international. Ça fonctionne comme un club d'entreprise. Vous êtes une équipe de dirigeants. Vous vous retrouvez une fois par mois et une fois par mois, vous avez un atelier sur une thématique nécessaire à votre développement à l'international. Les sujets qui vont être balayés, c'est aussi bien la fiscalité, parce que vendre, c'est bien, mais après, il faut expliquer à vos services fiscaux pourquoi vous avez vendu en hors taxe, parce que ça, les services fiscaux, ils n'aiment pas le hors taxe. Ou bien la douane, quel code utiliser, à quel moment. Et pour reprendre même la démarche à sa base, j'ai envie d'aller international, j'ai envie de faire de l'export, mais pourquoi j'en ai envie? Qu'est-ce que c'est qui fait que je vais lancer mon entreprise dans cette aventure? Parce que l'international, c'est une aventure d'équipe, c'est pas une aventure personnelle. Il faut avoir envie de partir, il faut avoir envie de découvrir des choses et évidemment, envie d'avoir plus de chiffre d'affaires. Donc, si vous avez des questions par rapport à Boost, vous avez mes coordonnées, n'hésitez pas, contactez-moi. Petit point quand même d'attention, le réseau Boost
PME est actuellement donc réservé aux entreprises du territoire Paris-Saclay pour l'international. Après, nous avons d'autres réseaux sur lesquels vous pouvez éventuellement adhérer. Donc, si vous avez une question, vous me contactez et je vous oriente. Bonne journée. Merci beaucoup, Karine. Donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je me tiens à votre disposition, donc conseiller développement international. Si vous avez des questions, nous avons le temps en fait d'échanger encore quelques minutes. Nous avons un petit peu dépassé en fait le temps qui était consacré au webinaire, mais voilà, on va regarder du côté du chat ce qui se passe. Alors, au niveau du chat. Alors, au niveau du chat, il y avait des questions concernant l'identification du code douanier quand on importe un produit d'hors Europe. Est-ce qu'il existe un organisme pour avoir de l'information quant à ces codes? Donc, comme expliqué, il n'y a pas un organisme mondial pour trouver de l'information sur les codes. Par contre, on vous invite à vous adresser à la douane et faire un RTC, donc renseignement tarifaire contraignant pour vous assurer du code douanier de vos marchandises, ou bien de consulter les sites de la douane, RITA ou Access to Market de l'Europe pour avoir une première info. Point de vue. On peut aussi regarder ensemble les codes SH. On peut Oui, aussi aussi. regarder ensemble. Donc, pourvu que vous ayez fait votre listing auparavant. Exactement, Mélissa peut vous accompagner. Après, voilà, la source officielle, ça sera les douanes, mais au moins dans un premier temps, Mélissa est en mesure de vous dire oui, c'est bon ou non, vous n'êtes pas du tout dans la bonne classification. Voilà. Est-ce que quelqu'un a une autre question? Quelqu'un a-t-il une autre question? Bah, a priori, tout est OK, du moins pour le moment. Parfois, les questions elles viennent en décalé. Bah, vous avez les coordonnées de Mélissa, hein, vous pouvez la contacter. Très bien. Donc, vous avez mes coordonnées. Le support sera bien entendu en fait disponible pour ceux qui en feront en fait la demande. Je vous remercie pour votre attention pour ce webinaire dédié au tour d'horizon sur les grandes étapes pour réaliser notre premier import-export. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. À bientôt, au revoir. Au Merci revoir. beaucoup, bonne journée. Merci à vous. Au revoir.